Ça marche, mais il n'y a peut-être pas besoin du micro, hein, vu notre nombre. Ah, pour l'enregistrement, d'accord. D'accord, c'est bon? Donc, actuellement, les forêts sont l'objet d'études pluridisciplinaires qui entremêlent les disciplines, aussi bien des disciplines de sciences sociales que également des disciplines dites de sciences dures, hein, et aussi l'art. Alors, ce type d'approche est relativement récent. Pendant plus de 150 ans, on a pensé la forêt d'une autre manière, plutôt d'une manière anthropocentrée. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pensé à vous présenter toute cette évolution sur la manière de faire l'histoire des forêts et comment, en fait, cette histoire s'est ouverte aux autres champs, aux autres disciplines, dans ses questionnements et dans ses résultats. En fait, pour tout vous dire, vu l'intitulé du séminaire, je ne savais pas trop comment orienter mon propos et j'ai essayé de faire au plus large pour avoir aussi bien un intérêt de la part des chercheurs que également de la part des artistes. Alors, en fait, ce que l'on va regarder aujourd'hui, hein, c'est-à-dire, c'est questionner la démarche pluridisciplinaire, mais également questionner les positionnements des chercheurs et des artistes dans cette évolution, voir un peu comment la manière de faire l'histoire des forêts a aussi orienté, marqué notre propre perception, notre propre conception de la forêt. Donc en effet, hein, faire l'histoire des forêts, hein, c'est aussi, c'est à la fois le produit, mais aussi le vecteur des conceptions, des perceptions d'une époque. Hein. Donc ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui, à travers un plan chronologique, somme toute, hein, en partant de l'école positiviste, l'école des annales, donc en regardant la forêt, est-ce que c'est un objet d'histoire dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, voir une histoire de la forêt qui s'ouvre sur d'autres disciplines et qui fait véritablement, en rattrapant le train en marche mais en retard, hein, une histoire de l'environnement, hein, lancée beaucoup plus tôt, notamment aux États-Unis. Donc on va avoir un plan chronologique, mais à travers cela, ce qui m'intéresse aussi, donc vous l'avez compris, c'est de questionner, hein, les positionnements des chercheurs, des artistes. Et donc souvent, je prendrai l'exemple de l'histoire de la forêt de la Sainte-Baume pour voir, hein, la richesse du dialogue entre disciplines sur cet exemple précis, mais aussi comment et pourquoi parfois nos perceptions, nos conceptions, nos images de la forêt se sont maintenues à travers le temps, car l'on n'est pas passé, hein, d'une manière de faire l'histoire de la forêt à une autre, comme cela, d'un seul coup, hein, du jour au lendemain, sans transition. Non, en fait, les perceptions persistent en dépit des changements. Vous avez à la fois une modification, mais aussi un maintien des perceptions. Alors, pour voir ces perceptions, je vous ai fait un petit questionnaire. J'ai l'habitude de faire passer ces questionnaires auprès d'étudiants et également auprès du public qui assiste à mes conférences. Alors là, ce qui est intéressant... Ah oui, merci Cédric. C'est que ce petit questionnaire va être passé à des spécialistes, soit des spécialistes de la forêt, soit des spécialistes de sciences sociales, et je pense que vos réponses seront un petit peu différentes. Donc là, bien entendu, hein, je ne vais pas pouvoir intégrer vos réponses pleinement, hein, dans le cours de mon propos, mais je partirai des perceptions habituelles que je reçois à ce type de questionnaire. Oui, vous pouvez le remplir au fur et à mesure de mon propos. Alors, la forêt, un objet d'histoire. Nous allons commencer, je vous ai dit, sur un plan chronologique par le courant de l'histoire positiviste ou l'histoire méthodique. C'est un courant, hein, qui naît à la fin du XIXe siècle
pendant la période de la Troisième République et qui se maintient à peu près jusque dans les années 1920, en tout cas pour les historiens, hein. Mais vous verrez que pour l'opinion publique, cela se maintient jusqu'à nos jours, puisque nous en avons beaucoup entendu parler dans notre campagne électorale, hein, et que là je vous ai mis un texte de Ferdinand Buisson, dictionnaire de la pédagogie, fin 19e, hein, qu'il ne faut pas confondre avec Patrick Buisson, hein, même si parfois les propos semblent à peu près les mêmes, hein. C'est une histoire qui est celle du récit événementiel, c'est une histoire politique, c'est l'histoire des grands personnages, Charlemagne du Guesclin et bien sûr Jeanne d'Arc, hein, mais aussi l'histoire des grandes civilisations, des Grecs, des Romains, bref, de toutes les civilisations qui, du point de vue de ces historiens et de ces pédagogues du XIXe siècle, toutes ces civilisations, ces personnages, ces événements qui ont marqué ou qui auraient marqué la construction nationale. Donc, dans ce cadre conceptuel, vous imaginez que les forêts, hein, ne sont pas à proprement parler un objet d'histoire. Non, les forêts sont un décor, le décor du roman, grand roman national, hein, comme on l'appelle souvent actuellement, le décor donc de nos ancêtres les Gaulois, des forêts de druides, hein, décrites par Ferdinand Buisson, des forêts du roi à la chasse, des forêts des paysans dans leur village. Donc, on le voit, hein, la forêt n'est pas totalement absente des livres d'histoire, mais finalement, elle dit beaucoup plus sur la société du XIXe siècle que sur l'histoire des bois. Donc, pour construire ce décor, les livres d'histoire, les historiens du XIXe siècle reprennent les sources écrites des lettrés romains, elles-mêmes reprises par les lettrés du Moyen-Âge. Et dans cette vision du monde, eh bien, la forêt constitue un critère pour définir ou pas la civilisation. Nous sommes donc, hein, dans une sorte de dichotomie nature-culture, puisque les Romains avaient une vision dialectique de la civilisation avec, d'un côté, la culture, l'agriculture, la ville, la pierre, la domination de la nature, et de l'autre côté, il y aurait eu le sauvage, c'est-à-dire le Sylvaticus, et vous entendez Sylva dedans, hein, c'est celui qui vit dans les bois, hein, qui n'est pas civilisé. Et les Romains ont continué, si vous voulez, hein, dans cette perception, hein, ont pris la suite des Grecs avec des archétypes en fait dans les activités, la nourriture, l'habitat, les modes de vie, le droit, etc., et les mythes, hein, qui séparent en fait ce qui serait de l'ordre de la forêt et ce qui serait de l'ordre de la civilisation. Donc, d'un côté, hein, on aurait le monde sauvage qui ne serait pas dominé par l'homme, et de l'autre côté, on aurait le monde de la civilisation. Donc, dans cette vision, les Gaulois étaient vus comme un peuple non civilisé, et les Romains se pensaient civilisés. Et donc, l'on a vu, hein, à travers la Gaule, hein, les récits, si vous voulez, des Romains, ont vu un peuple sauvage vivant, bien entendu, au milieu des bois et des forêts. Alors cette perception a été largement reprise par les historiens. Je vous ai mis là une phrase de Gustave Bloch, 1900, hein, qui montre que dans la vision que l'on avait de la Gaule, c'est une vision, hein, d'une Gaule recouverte de forêts, hein, une immensité de forêts, hein, impénétrables. Et là, en fait, les historiens, mais aussi les manuels scolaires, reprennent complètement, hein, cette interpretatio romana dont je viens de vous parler. Donc les forêts gauloises sont complètement opposées au monde romain, qui lui est un monde civilisé, moderne, hein, ouvert justement par les routes, par l'agriculture. Donc on part, hein, d'une Gaule vue comme une Gaule dite chevelue à une Gaule que l'on pourrait pénétrer facilement. Donc du sauvage vers le civilisé apporté par Rome.
Alors, cette vision est complètement reprise par la suite, certes dans les manuels scolaires, le Lavis, et elle revient encore dans Astérix et Obélix, qui, comme chacun le sait, vivent dans la forêt et chassent le sanglier. Alors, cette vision de la séparation nature-culture, elle perdure et elle se construit aussi autour de différents modèles construits sur des jugements de valeur. Parfois, la domination de la nature peut être vue comme extrêmement positive, et on veut dominer pleinement la nature, le jardin à la française. Donc, c'est la civilisation qui prime. D'autres fois, il y a une valorisation plutôt de la nature, puisque la civilisation serait vue comme une corruption de l'âme, ou plus près de nous, comme la destruction justement de la nature. Donc dès les romantiques, on a une vision extrêmement valorisée de la forêt, d'une nature donc non corrompue. On peut retrouver ça chez Chateaubriand, Rousseau, ou encore dans le mouvement des peintres de Barbizon. Donc finalement, dans l'historiographie, on a cette conception de l'histoire positiviste qui se transmet jusque dans les années 1920-1930, jusqu'au développement de nouveaux courants historiques qui sont l'école des annales et l'école de la nouvelle histoire. Alors, très rapidement, je vais vous brosser cette nouvelle manière de faire de l'histoire avec de nouveaux objets, de nouvelles méthodes, de nouvelles sources et également une nouvelle conception du temps et la pluridisciplinarité. Alors, l'école des annales et la nouvelle histoire remettent complètement en cause ce récit événementiel, politique, fondé sur l'histoire des grands personnages. L'histoire des annales, l'histoire de la nouvelle histoire, c'est une histoire économique, une histoire sociale, une histoire des mentalités tout à fait différentes, avec des nouveaux thèmes, des nouveaux objets d'étude, mais aussi de nouvelles sources, de nouveaux documents. On ne part plus seulement des textes officiels, des écrits. On y introduit aussi des images, des livres de contes, d'autres manières de faire l'histoire. Enfin, cette histoire est complètement ouverte, plus exactement, se veut ouverte aux autres disciplines. Et par exemple, dans la revue Annales, économie, société et civilisation, vous avez l'intervention aussi bien d'historiens, bien sûr, mais aussi de géographes, de sociologues. En fait, les annales, le courant des annales se veut complètement ouvert aux autres disciplines, économie, sociologie, géographie, et puis dans la nouvelle histoire, ethnologie, anthropologie, démographie. Et à partir de ce moment-là, la forêt véritablement devient un objet d'histoire comme ressource de bois d'œuvre, comme ressource énergétique, ou alors un objet d'histoire comme objet de pouvoir, objet de propriété, ou encore un objet de culture dans l'histoire des mentalités. Enfin, influencé par ce qu'on a appelé la géohistoire, initiée par Fernand Braudel, eh bien, on a aussi une analyse des paysages, une analyse des structures du monde rural, et notamment les médiévistes comme Marc Bloch ou Georges Duby travaillent beaucoup sur les déboisements, sur les nouvelles structures du paysage, notamment open field, bocage. Dans les années 60, il y a même un livre entièrement consacré à la forêt, un livre de Michel Devèze. Donc la forêt devient un objet d'histoire à part entière. Cependant, derrière ce portrait rapidement tissé, l'on peut voir qu'il y a quand même l'absence de réel échange entre disciplines. Il y a une volonté, mais il n'y a pas forcément d'aboutissement. L'école des annales et la nouvelle histoire sont parfois marquées par certains courants philosophiques, par de nouvelles disciplines. On peut y voir l'influence du marxisme, puisque les historiens médiévistes ont beaucoup travaillé sur les aspects matériels, sur les infrastructures matérielles. On peut y voir aussi
sur l'influence d'autres disciplines, notamment l'anthropologie. Là, j'ai pensé aux travaux de Jacques Le Goff, qui a beaucoup travaillé sur l'imaginaire de la forêt et, par exemple, qui reprend les idées, les concepts de l'anthropologie, qui voit le passage en forêt comme un rite initiatique pour les futurs chevaliers qui travaille beaucoup sur le roman courtois. Mais en fait, ce que l'on peut voir, c'est que les historiens reprennent les concepts des autres disciplines, mais ils restent dans leur couloir disciplinaire. Ils empruntent des concepts aux voisins, mais il n'y a pas de véritable travail interdisciplinaire. Il n'y a pas de véritable confrontation. Ils continuent à publier seuls, si vous voulez, avec d'autres concepts. Donc, il n'y a pas véritablement de travail pluridisciplinaire poussé. D'autre part, ce travail ne concerne que les sciences sociales et oublie complètement les autres sciences dites sciences dures. D'autre part, on a un propos anthropocentrique qui perdure. Les nouvelles sources ont varié, mais finalement, les historiens reprennent l'état d'esprit de ceux qui ont fait ces sources, c'est-à-dire le monde romain ou le monde médiéval, et eux-mêmes, les historiens, sont encore marqués par une lecture anthropocentrique des rapports homme-nature, puisque l'on est à une époque où les nouvelles données de l'écologie ne sont pas encore véritablement diffusées dans les consciences et dans l'esprit des historiens. Alors, l'anthropocentrisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une vision du monde et une vision de la place de l'homme et des sociétés dans le monde, une vision inspirée justement par les Romains, puis par la vision chrétienne, c'est-à-dire une vision qui sépare clairement, là encore une fois, l'homme de la nature, mais une vision qui place l'homme et sa société en son centre, et son environnement, d'ailleurs le mot est bien choisi, c'est ce qui environne, donc l'homme serait placé au centre, autour il y aurait un environnement, et cela donne à l'homme une position de domination et de contrôle que l'on retrouve très bien dans les phrases de Descartes, que je vous ai mis là. L'homme peut être comme maître et possesseur de la nature. Donc là, dans cette vision, l'homme domine la nature, peut la transformer, et on a le sentiment d'une sorte de combat entre l'homme et la nature. Alors, les historiens ont souvent repris, en fait, cette vision, qui est la vision de leur source, mais qui est leur vision aussi, encore dans les années 70. Alors là, je vous ai mis des extraits le chapitre rédigé par Guy Fourquin, donc dans les années 70, tiré de l'histoire de la France rurale, et ce médiéviste nous montre le retour des friches à partir de la fin de l'Empire romain, et il le voit comme le retour de la sauvagerie, d'une nuit barbare, où il voit des populations complètement désarmées face à une nature largement indomptée et hostile, face à une nature qu'il n'arriverait plus à dominer. Donc on a le sentiment d'une régression, d'une spirale même, d'un cercle vicieux de retour à la sauvagerie. Alors, ce que l'on peut voir là, c'est qu'on a la même vision anthropocentrique qui ressort et qui est complètement remise en cause, nous le verrons tout à l'heure, actuellement, par les historiens. D'autre part, on a dans ce courant des annales et ce courant de la nouvelle histoire une totale absence d'histoire de l'environnement telle qu'elle s'est développée aux États-Unis. Aux États-Unis, on a, je vous ai mis quelques titres, dans ces années 60-70, un véritable courant d'histoire environnementale qui se développe. Alors, le terme environnement n'est pas du tout à prendre pour les Américains dans le sens que j'ai employé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas l'homme placé au centre d'un environnement qui serait tout autour, mais dans la vision des travaux américains, il y a bien l'étude de l'histoire d'une interaction
entre les sociétés humaines et leur milieu, si vous voulez. C'est pour ça que le terme histoire de l'environnement prête parfois à confusion. Donc l'on regarde l'interaction entre les sociétés humaines et ce qui les entoure, là où elles habitent, ce qui les nourrit et là où elles vivent. Alors que dans l'histoire des annales, l'histoire de la nouvelle histoire, eh bien, l'histoire de l'environnement n'est absolument pas posée comme une nouvelle discipline avec ses objets, ses méthodes. Bien au contraire, le roi Ladurie, qui fait une histoire du climat, pose clairement une séparation. Il y aurait d'un côté une histoire sans les hommes, c'est-à-dire l'histoire scientifique, objective, une histoire sérielle, et de l'autre côté, il y aurait l'histoire des hommes. L'environnement serait ainsi coupé en deux, et c'est pour ça que je vous ai mis le numéro des Annales spécialement consacré à l'environnement, et d'où ressort cette idée. Il y aurait aux historiens la part de la nature dans l'outillage mental, la part de la recherche sur le rapport de l'homme à la nature, et puis aux autres chercheurs, il y aurait la part de la recherche sur les évolutions du climat avec des sources où il n'y aurait pas d'hommes, sauf que en fait ces sources sont faites par les hommes et que les choses sont un peu plus compliquées. Donc vous voyez que finalement, en dépit du nouvel élan qui est donné par l'école des Annales et par la nouvelle histoire, eh bien, il n'y a toujours pas d'histoire de l'environnement. Il me semble que l'on peut même aller plus loin et que cette histoire un petit peu positiviste d'une forêt séparée des hommes pourrait encore être bien présente dans nos consciences, et en dépit des changements sur la manière de faire l'histoire, elle pourrait être restée dans nos perceptions et dans nos visions. Alors c'est pour ça que je vous ai distribué ce petit papier avec donc une question. Écrivez les 5 premiers mots, phrases ou expressions qui vous viennent à l'esprit à propos de la forêt. Naturellement, il ne faut pas réfléchir. C'est quelque chose qu'il faut faire d'instinct, sans réfléchir. Ce sont donc des questions que je pose, aux étudiants ou que je pose au public. Naturellement, je ne peux pas avoir vos réponses qui m'intéressent beaucoup parce que déjà, je l'ai demandé à Cédric, ça n'a pas du tout été une réponse habituelle. Donc là, je vous donne les réponses habituelles que j'ai. Par exemple, celle de la licence d'histoire en 2013. Les réponses à cette question sont en général vers, bois, champignons, qu'est-ce qu'il peut y avoir, feuilles, arbres, bref, nature même. On a des réponses qui montrent bien que pour les étudiants ou pour le public en général, et peut-être pour vous aussi, la forêt, c'est la nature. Et donc vous voyez que l'on retrouve bien cette idée première, la forêt, c'est la nature. L'homme est plutôt vu comme, et l'homme et ses sociétés sont plutôt vus comme un facteur de dégradation de la nature, de la forêt et donc de la nature, avec une séparation homme-forêt. Alors, sur l'autre question, sur les surfaces forestières, je la pose aussi, et généralement, là, en 2016, toujours licence d'histoire, vous voyez que majoritairement, l'on me répond que les surfaces forestières sont en diminution. C'est le premier sur l'histogramme, la première partie. Certains disent qu'elles sont en progression, et d'autres ne se mouillent pas, si je puis dire, et disent qu'ils ne savent pas trop. Alors, en fait, actuellement, vous avez une stabilisation, on va dire, mais les surfaces forestières en France, bien sûr, pas dans le reste du monde, en France, ont plutôt progressé, justement, à partir du retournement des usages des bois lors du XIXe siècle, à partir du moment où on a trouvé de nouvelles sources d'énergie,
de nouvelles ressources de bois, enfin on n'a plus utilisé le bois d'œuvre, et de nouveaux espaces aussi que l'on a progressé dans l'agriculture et dans le pâturage, eh bien les surfaces forestières ont eu tendance à progresser. Au contraire. Alors, pourquoi je pose cette question sur les surfaces forestières? Parce qu'il me semble que dans la plupart des cas, les gens se disent, justement, fonctionnent par syllogisme, c'est-à-dire à partir du moment où la forêt, c'est la nature, et que l'homme dégrade la nature. Puisque nous sommes dans un monde où la civilisation est à son paroxysme et la dégradation de la nature est à son paroxysme, donc la forêt est en régression. Or, dans ce cas-là, les choses sont un petit peu plus compliquées. Eh bien non, les surfaces forestières sont en stabilisation, mais suite à une progression. Donc du coup, je m'étais un petit peu amusée en regardant des réponses impossibles à mes questions. Quand je vous dis le mot forêt, je ne vais pas du tout avoir usine à bois, tronçonneuse, aménagement, sylviculture, pâte à papier, bois de trituration, bois de chauffage, charbonnière, bois d'œuvre, bateau, métallurgie. Ça viendra à l'idée de personne, voyez. Mais si on avait été à une autre époque, eh bien, on aurait eu d'autres réponses. Alors, toujours en m'amusant, si je demande les 5 premiers mots, phrases ou expressions qui nous viennent à l'esprit à propos du pétrole, je ne vais pas avoir noir, nature, beau, silence, etc., etc. Non, j'aurais bien là, pour le coup, le vocabulaire de l'économie et des ressources énergétiques. J'aurais bien essence, voiture, industrie, pétrochimique, prix de l'essence, crise pétrolière, pollution. Enfin, tout ça, je ne l'ai pas fait. Donc, vous me direz, c'est un peu facile de parler. Je parie que j'aurai plutôt ça. Mais vous voyez que donc, sur un élément de ressources naturelles, on peut avoir 2 visions complètement différentes sur justement la forêt. On reste dans l'idée que la forêt, c'est la nature, alors que le pétrole, c'est aussi la nature quelque part. Aussi, dans mes délires de réponses impossibles, je ne suis pas allée jusqu'à, je suis allée jusqu'à imaginer que les gens pourraient répondre justement cette nouvelle définition issue des progrès de l'écologie, c'est-à-dire qu'ils répondraient tout de suite que la forêt, c'est un écosystème complexe, composé de différents étages de végétation en interaction avec de nombreux éléments du milieu et une multitude d'êtres vivants, c'est-à-dire justement de penser la forêt comme une interaction. Eh bien non, rares sont les réponses qui vont dans ce sens. La forêt n'est pas vue comme un écosystème complexe. En général, d'ailleurs, on oublie complètement les animaux, on oublie complètement les sols, on oublie complètement l'eau, on oublie complètement le climat, les reliefs, etc., etc. À quoi pense-t-on, forêt? Aux arbres, voyez? Et donc, en fait, je pense que l'on continue à avoir tout cet imaginaire sur les arbres et la forêt, imaginaire qui marque aussi les artistes, notamment dans cette vision d'une forêt vierge qui aurait été détruite par les hommes. Alors, cette vision ancienne, on la trouve déjà chez les Romains, qui séparaient les choses, et puis après, elle est relancée par la découverte des Amériques, par la colonisation, et elle est toujours présente dans notre état d'esprit, dans l'art, dans la peinture, dans la poésie, avec l'idée donc d'une forêt, d'une nature qui serait vierge sans les hommes et qui serait détruite par eux. Alors justement, dans cette idée de montrer que ces visions sont toujours bien présentes, je peux m'appuyer aussi sur la Sainte-Baume. La Sainte-Baume, une forêt que je vous encourage à visiter. Alors, au printemps, allez voir les sources de l'Uvonne. Actuellement, c'est superbe. Allez voir plutôt à l'automne cette forêt que vous voyez, qui est à 30 km de Marseille, dans le Var, et qui est sur le versant nord d'une montagne, juste sous une falaise.
Alors, cette forêt est une forêt assez exceptionnelle hein, et elle est admirée, et elle a souvent été admirée comme une forêt vierge ou justement une forêt primaire. Pourquoi? Parce que l'on y trouve un écosystème tout à fait exceptionnel, plutôt un écosystème présent dans les forêts septentrionales. Sous la partie basse, on a des chênes et sur la partie haute, on a des hêtres, des ifs, du houx, c'est-à-dire des essences qui ont besoin d'humidité et de froid. Alors, en fait, pourquoi hein, parce que il y a donc un écosystème particulier lié aux conditions hein, que vous voyez là, très sombre, très humide, mais aussi à l'histoire, puisque Sainte Marie-Madeleine hein, se serait retirée après avoir évangélisé après avoir évangélisé la Provence, elle se serait retirée dans une grotte, un baume en provençal, justement là, hein, au pied de la falaise. Et à partir de là, cette grotte a été vénérée, hein, extrêmement honorée. Un prieuré a été construit par les religieux, des pèlerinages ont été organisés et une protection a été mise en place, c'est-à-dire que comte de Provence, puis les rois de France ont interdit que l'on exploite cette forêt. À la Révolution, après des moments d'exploitation, à nouveau, hein, le débat s'est réouvert. Est-ce que l'on exploite ou pas? Les populations locales ont protesté et cette forêt, qui était devenue une forêt domaniale, à nouveau était protégée des exploitations. Alors, cette forêt correspond tout à fait à l'idéal des romantiques. Elle est vue comme un cadre paysager enchanteur, sublime, pittoresque, grandiose. Et vous voyez que là, hein, la vénération ne se fait plus seulement pour des aspects religieux, hein, mais dépasse cela. Hein. Il y a l'idée que cette forêt serait un idéal de nature, vous voyez, puisqu'elle aurait été préservée des coupes et de l'exploitation des hommes. Donc toutes les associations, hein, les excursionnistes marseillais que vous voyez là en justement sortis à la Sainte-Vaume, mais aussi le Touring Club de France, le Club alpin français, hein, toutes ces associations justement ont mené une active propagande en faveur de la Sainte-Vaume, vue comme un modèle justement hein, de l'équilibre des bois sans l'intervention de l'homme. Et cette conception a eu des répercussions sur la volonté d'aménager la forêt. On a eu dès 1942 des demandes de la part de la Société linéenne de Provence pour mettre en place un parc national qui interdirait l'exploitation de la forêt. Finalement, ça n'a pas marché et la forêt a juste été inscrite, et non classée, hein, ce qui est important, inscrite sur l'inventaire des sites légendaires ou pittoresques du Var. Donc cette inscription hein, offre une protection hein, plus limitée justement que le classement. Donc vous voyez que finalement, hein, nos conceptions hein, qui sont issues d'une histoire lointaine hein, continuent dans le contemporain et ont une importance dans les aménagements encore actuellement. Alors, ceci dit, hein, l'histoire des forêts a bien changé à partir des années 70-80. Hein. On a déjà un progrès des sciences avec des nouvelles sources de l'archéologie. Alors, les archives naturelles sont de nouvelles archives où l'on récupère des pollens, des charbons, et on les analyse et l'on trouve des indications. Alors l'anthracologie, par exemple, hein, ce nom barbare, permet hein, d'étudier des charbons de bois et de faire ressortir la végétation du passé. La carpologie, cela permet d'analyser les paléosemences et de voir justement les systèmes agricoles. L'archéologie étudie la faune sauvage domestique. Vous connaissez hein, Frédéric Audouin-Ouzot, plus sur le nom de Fred Vargas, hein, mais elle est archéozoologue. La dendroclimatochronologie permet hein, de voir quand l'arbre est abattu. La géochimie, la micromorphologie permettent hein, de retrouver, hein, justement grâce au microscope, hein, ce qu'il y avait à l'intérieur de sédiments anciens. Donc finalement, hein, ces archives naturelles
permettent de retrouver les paysages et les écosystèmes du passé. Il y a aussi une nouvelle conception dans les mentalités. On quitte la conception anthropocentrique pour une pensée biocentrique grâce au progrès de l'écologie et justement ces idées d'écosystème, d'interaction entre le monde, entre les êtres vivants et aussi les sols, l'eau, le climat. Donc une nouvelle pensée se met en place qui change complètement cette vision dichotomie homme-nature, mais l'homme désormais est placé comme une infime partie de la biosphère. Il n'est plus au centre de la création, il n'est plus dans la domination, maître de la nature, mais il est dans une intervention sur les écosystèmes. Alors je vais vite, cette pensée-là débouche sur de nouveaux programmes de recherche, notamment Man and Biosphere, des programmes lancés à l'échelle internationale qui cherchent justement à réfléchir à ces rapports, ces relations homme-nature. Tout cela débouche sur une nouvelle manière justement de faire de la recherche. Une nouvelle manière de faire de la recherche avec déjà une pluridisciplinarité que Samuel tu connais à travers les démarches notamment de sociologues, mais aussi de gens travaillant au CEMAGREF ou travaillant à l'INRA. Marcel Jolivet en a donné un compte-rendu dans Les Passeurs de frontières. Des gens qui, dans les années 80-90, travaillent ensemble justement pour essayer de réfléchir à ces interactions. Alors la forêt n'est pas au cœur de leurs travaux, mais vous avez quand même des chercheurs comme Corinne Beck qui travaillent dans ce sens et qui ensuite reproduisent cet état d'esprit dans leurs travaux. Corinne Beck a écrit un livre qui s'appelle « Société et biodiversité » qui concerne le Moyen-Âge. Vous voyez, à une époque où l'idée de biodiversité n'existe pas, mais où l'on peut quand même analyser les milieux. Il y a aussi le groupe d'histoire des forêts françaises, un groupe créé dans les années 80, où il y a une interaction, là encore, entre sociologues, anthropologues, ethnologues. Des sociologues font des travaux d'histoire comme Calahorra, et les anthropologues, actuellement, nous avons un séminaire qui touche justement au sensible, à l'art dans les forêts. Donc des thèmes aussi bien la pollution que la faune, que la forêt malade sont abordés par ce groupe. Enfin, il y a aussi une nouvelle manière de faire de l'archéologie, de la géographie et de l'ethnologie, en se fondant justement sur d'autres sources et en intégrant dans la biogéographie, c'est très intéressant, ces rapports homme-nature et en essayant de faire revivre les paysages anciens sur le temps long. Ces nouvelles manières de faire de l'histoire, cela permet de revenir sur certains a priori, sur certaines idées. Je vais vous donner 3 exemples. Par exemple, l'idée que les transformations des écosystèmes seraient uniquement liées à l'action de l'homme. Eh bien, grâce à la paléoclimatologie, maintenant, on se dit que peut-être que, justement, la facilité à défricher, ou au contraire le retour des friches, pourrait être liée à des variations climatiques, par exemple, à un climat plus humide ou plus froid à la période du Haut Moyen-Âge. Autre nouveauté, on a, grâce à ces paléosemences, grâce à ces charbons de bois, on a pu retrouver l'utilisation que faisaient les paysans, l'homme qui ne sait ni lire ni écrire, alors qu'auparavant on n'avait que les sources délettrées pour analyser la forêt. Enfin, autre remise en cause des a priori, grâce à l'anthropologie, à l'archéologie, on a pu voir ce moment du retour des friches à la fin de l'Empire romain, je vous l'avais décrit tout à l'heure, comme un moment malheureux, où l'homme serait dominé par la nature. Maintenant, les historiens voient les choses de manière différente. Non, la forêt amène des nutriments
plus variée, plus diversifiée que les seuls céréales, et au contraire, grâce aux réserves lipidiques des noisettes, grâce à la pulpe sucrée des fibres végétaux, des baies sauvages, les sels minéraux, les oligoéléments apportés par les fruits de la forêt, donne une vision beaucoup plus heureuse de ce retour des friches. Enfin, la vision de la Gaule chevelue est complètement remise en cause grâce aux analyses du LIDAR, le radar, qui permet de télédétection par laser, qui permet de voir sous les sols. On voit que finalement, avant même l'arrivée des Romains, on avait déjà un espace largement défriché, largement mis en culture, et cela remet en cause complètement la vision que l'on avait jusque-là. Alors, pour terminer, j'ai voulu à nouveau regarder cette nécessité d'un travail pluridisciplinaire, justement de croisement des résultats, des méthodes et des sources, justement sur le cas de la Sainte-Baume. Les botanistes, parfois, se posent des questions, et les Eaux et Forêts, puis l'ONF aussi, sur l'histoire. Souvent, ils sont allés eux-mêmes, dans les années 30, ou même au début du XXe, chercher les réponses. Mais en général, ils travaillent sur des sources publiées. Ils ne vont pas aller dans les archives, regarder ces odieux documents illisibles, parce que d'abord, ils n'ont pas la formation et c'est un métier, celui de l'historien. Mais pourtant, justement, ces documents permettent de répondre à des questions. Cette forêt a-t-elle été véritablement protégée? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu des actions illégales? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu des exploitations pendant la Révolution? Est-ce qu'on n'aurait pas déjà une mythification des descriptions par les sources des lettrés? D'autre part, est-ce qu'il n'y aurait pas eu des aménagements, des introductions d'essence, justement, dans cette forêt? Et ces documents-là, assez illisibles, que l'historien se coltine, entre guillemets, eh bien, ça donne des réponses. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'introduction par, justement, les Eaux et Forêts de nouvelles essences? D'un autre côté, l'historien, lui aussi, se pose des questions. Il se pose des questions sur la forêt relique. Les botanistes ont dit, dès le début du XXe, ça a été repris par les Eaux et Forêts, que la forêt de la Sainte-Baume est une forêt relique. C'est-à-dire que ces essences septentrionales seraient issues de la reconduction, si vous voulez, d'essences de l'époque des grandes glaciations, que lors, donc la Sainte-Baume aurait réussi à reproduire cet étrait sur le temps long. Eh bien, les écologues, et là je vous ai pris la thèse « L'habilitation à diriger des recherches » de Brigitte Talon, de l'IMBE, on pourrait prendre aussi les travaux de Vincent Robin, répondent à ces questions en datant des charbons de hêtre, Brigitte Talon de l'Antiquité et Vincent Robin même d'avant notre ère. Donc, visiblement, moi je n'y croyais pas, pour tout vous dire, j'étais très sceptique, forêt relique, vous voyez, sur un lieu saint, c'était trop idéal. J'y croyais pas, ils m'ont prouvé qu'en fait j'avais tort. En effet, il n'y a pas eu d'introduction du hêtre. Enfin, dernier point, le travail entre disciplines permet d'apporter quelque chose au questionnement des aménageurs. Il y a eu un grand débat dans les années 30-50, mais sans cesse repris de nos jours. Pour maintenir cet étrait, il faudrait, d'après les botanistes, intervenir justement, faire des coupes d'éclaircies, sinon le hêtre va disparaître sous la progression du if. Mais alors là, les botanistes, l'ONF actuellement, et les naturalistes et les autres scientifiques, entomologistes, mycologues, pédologues ne sont pas d'accord, puisque pour une partie des scientifiques, justement, les champignons, les insectes qui interviennent dans la décomposition des bois sont d'une grande importance, justement, pour cette forêt. Donc finalement, l'ONF a tranché, la forêt domaniale de l'ONF, l'État, pardon, a tranché, la forêt domaniale de la Sainte-Baume est devenue une réserve biologique
dirigée et non pas intégrale, hein, ce qui autorise certains à enlever du bois mort, à intervenir. Hein. Et vous voyez que dans cet exemple, hein, l'intervention des différentes disciplines peut être importante, hein, puisque les historiens, les sociologues, les anthropologues ne vont pas poser les mêmes questions que les scientifiques. Alors, en conclusion, ce que l'on peut dire, hein, c'est qu'on a quand même, hein, une évolution, hein, de la manière de faire de l'histoire, mais sous cette évolution, vous voyez qu'en continu, hein, les mentalités, les perceptions ont été difficiles à changer et elles peuvent encore demeurer, même dans nos conceptions, j'allais dire, de scientifiques, hein, et d'artistes. On peut voir aussi, hein, que désormais l'histoire de la forêt s'inscrit bien, hein, dans le courant de l'histoire de l'environnement, c'est-à-dire de l'analyse des interactions entre société et forêt, mais que aussi, hein, le travail entre disciplines est essentiel. Entre disciplines, hein, j'entends aussi bien des disciplines de sciences comme l'écologie, la botanique, hein, que des disciplines comme la sociologie, l'anthropologie, etc., etc. Hein. Désolée pour le etc. tout de même, hein, mais je ne peux pas toutes les citer. Alors, je pourrais dire les apports juste de l'histoire. L'histoire peut amener justement de nouvelles sources, des sources inconnues des autres disciplines, et surtout une réflexion sur la manière, hein, sur les conditions de production et d'usage de ces sources, ce que n'ont pas forcément les autres disciplines. Un questionnement sur le temps et sur les contextes et sur les évolutions, sur les reconstructions mythiques, et pour finir, exactement pareil, hein, je dirais que la sociologie, Samuel sera d'accord avec moi, une réflexion justement sur la place du chercheur dans ses résultats, dans ses découvertes, dans ses démarches. Je vous remercie et je suis désolée d'avoir dépassé mon temps. Merci. Pour la discussion. On fait les deux interventions et puis ensuite on fait la pause et après on ouvre le débat. Comme ça, je regarderai vos petits papiers. Voilà. Je suis sûre que c'est complètement différent. Je veux bien. Oui. Alors, ça va être très différent. Donc, cette présentation s'inscrit dans un projet de recherche Arts et Sciences au sein de l'IMERA, où je m'aventure au pays des sciences des sols et de l'environnement et de l'anthropologie de la nature, de la relation à l'animal, mais aussi de la technique. Et le but de cette communication est de montrer une phase de recherche autour des mots par les moyens de l'art.
Elle s'inscrit dans une démarche de pratique artistique qui est la mienne, qui commence toujours par une lecture oblique des savoirs de différents domaines sans hiérarchisation. Et c'est une méthodologie que l'on pourrait qualifier de bottom-up avec une approche holistique. Alors, la présentation va être assez large et je vais essayer de vous montrer en fait un processus de pensée en marche avec les différentes questions, les différentes découvertes, les différentes influences de différents domaines ou de différents concepts que j'ai pu rencontrer. Sachant que je peux m'aventurer dans certains domaines sans forcément les maîtriser et d'une manière complètement décomplexée. Voilà, donc on va voir des différents points, donc comment le sol peut être envisagé comme un organisme, que c'est un corps indépendant et variant. Je vais m'arrêter un petit peu sur la notion d'ingénieur organique. On va parler aussi de questions d'échelle, qui sont des questions importantes pour le travail artistique. Je vais parler plus précisément d'une œuvre que j'ai faite suite à une autre résidence art-sciences. Je vais introduire l'idée de corps boîte à outils, parler des intra-actions, des dialogues de signes, du growing artefact, du devenir sol, voire parler encore d'une autre œuvre précédemment réalisée aussi avec des scientifiques. Ensuite, voir quel type de signes je pourrais être intéressée à mettre en place dans une prochaine installation, des signes à interpréter. Alors, le sol envisagé comme un organisme vivant est un organisme complexe, entrelacé avec son environnement, mais cependant indépendant, un petit peu comme une fourmilière. Donc la fourmilière, c'est un objet qui me permet de faire une comparaison et de voir comment je pourrais m'approcher ce corps sol. Donc la fourmilière est quelque chose qui se perd dans l'environnement, a de temps en temps des excroissances qui permettent de les percevoir, de percevoir leur présence, mais qui ont aussi une vie indépendante dans le sens où elles sont habitées d'ensemble d'organismes avec des tâches bien précises et on en connaît le fonctionnement et les grands modèles. Mais je peux aussi comparer le corps du sol à un microbiote intestinal qui est un organe-monde indispensable à la vie et déterminant pour la santé du vivant qui l'héberge. Donc c'est quelque chose qui est à l'intérieur de chaque animal, mais qui est un monde en soi. On peut bien sûr considérer le sol lié complètement à son environnement, c'est-à-dire aux plantes, aux arbres, aux mycorhizes qui s'y développent, à tous ces organismes qui s'en nourrissent, mais qui participent aussi à son développement par leur apport en matière organique, en acide qui érode, provenant par exemple des racines, et à leur travail. Comme me l'a dit récemment un oléoculteur en Ardèche, Éric Martin, il me disait « Je travaille le sol comme mes oliviers le travaillent ». Donc ce sol est un corps indépendant et variant. Et cette idée nous vient déjà de Vassili Dokuchev, qui est considéré comme le père des sciences du sol dans son environnement naturel. Et il a mis en équation le sol. Donc il nous permet de prendre conscience que le sol est une fonction du temps, qu'il dépend du climat, des minéraux, des roches-mères, et aussi de processus biologiques
qui comprennent la topographie, la faune et la flore. Et tout ça est un écosystème, et tout ça participe du paysage. Alors, comme nous l'explique Jean Boulaine, un pédologue agronome, si Dokuchev n'a pas réellement découvert un nouvel objet avec le sol, il l'a rendu visible. Il l'a en quelque sorte fait passer dans la réalité par une équation. Et donc Dokuchev considérait que le sol est un corps indépendant et variant, et il dira même que le sol est le 4e règne de la nature, à côté des 3 autres de l'inné, le végétal, l'animal et le minéral. Le sol est donc aussi travaillé par des organismes qui creusent, qui enfouissent, qui retournent, qui mélangent, et ils sont aujourd'hui appelés ingénieurs de l'écosystème ou ingénieurs organiques. Ils participent à ce que l'on appelle la bioturbation. Alors, le père de la bioturbation, c'est Darwin, qui pendant 40 ans a étudié les vers de terre et a publié dans son dernier ouvrage le fruit de cette longue recherche. Et ses écrits, tombés dans l'oubli sur l'action du ver de terre sur le sol, ont refait surface depuis une vingtaine d'années, peu après la redécouverte donc de ce principe de la bioturbation. Et cette redécouverte s'est faite par un glissement d'une approche abiotique vers une approche par la biochimie, par la biophysique. Alors cette bioturbation, ça désigne le phénomène de transfert d'éléments nutritifs ou chimiques par des êtres vivants au sein d'une zone d'écosystème ou entre différentes zones. C'est un ensemble de phénomènes de perturbation des sédiments par l'activité organique. Et le ver de Darwin a simplement changé de statut avec le temps. Il est passé de chef laboureur, fuisseur, excavateur et raboteur à ingénieur organique en chef. Donc ces ingénieurs, et notamment les différents types de vers de terre, ont une action sur la structure du sol. Alors là, on peut voir une coupe de sol avec les différentes galeries de vers de terre et à droite, un scan fait par un chercheur à l'université de Montpellier. Donc il a passé 1 mètre cube de sol dans un scanner humain et on peut voir les différentes galeries des vers de terre. Donc il a étudié ça aussi par rapport à un sol compacté. Donc là, c'est le sol témoin. Alors, il faut savoir que selon Darwin, l'action des vers de terre, donc ces ingénieurs en chef, ont un impact très large, du local jusqu'au paysage dans son ensemble. À l'époque, c'était une idée révolutionnaire, difficilement acceptée. On se demandait comment un si petit organisme pouvait avoir des répercussions à si grande échelle. Et en fait, c'est leur nombre qui fait la différence. Et c'est un élément dynamique qui m'intéresse particulièrement en tant que plasticienne, travaillant sur des questions de paysage au sens de l'art. Penser une action conjointe entre les vers de terre et les artistes, ou penser l'action des vers comme une action esthétique sur le monde. Donc, indirectement, penser l'action du sol comme une action esthétique sur le paysage. Donc cette autre dimension, la question de l'échelle qui s'exprime ici, l'échelle spatiale a son importance dans une expression plastique. Bien entendu, l'échelle temporelle a aussi son importance car elle questionne la perception du temps par l'humain ou la perception du changement, la perception d'une certaine vitesse d'évolution d'un phénomène. Donc là, je reviens à un travail que j'ai fait suite à une résidence à Puerto Rico avec des écologues, des spécialistes de la forêt tropicale. Un travail qui s'appelle « Paisaje en kills el grito de la lombriz », donc c'est « Paysage en kit, le cri du lombric ». Et c'est un
un travail qui remet la question du paysage dans l'actualité, c'est-à-dire le paysage comme écosystème, mais aussi vu par un artiste vivant dans un pays riche et urbain. Donc la question du paysage, c'est plutôt quelque chose où on va retrouver l'action conjointe entre l'humain et des non-humains. Ici, on peut aussi entendre quelque chose qui est en fait le son des vers au travail, car dans cette représentation qui est entre un laboratoire, une cuisine, un paysage et une installation artistique, on a une boîte noire sur la gauche dans laquelle se trouvent des verres au travail. Donc c'est un compost de cuisine. On ne les voit pas, mais ils sont omniprésents par le son des verres au travail. Donc en tant qu'artiste, je travaille dans un atelier. Attendez, il faut que j'arrête ce son. J'y arrive pas. Voilà. En tant qu'artiste, je travaille dans un atelier. Je suis là tous les jours. Je me nourris. Je donne les déchets de cette nourriture aux vers qui, à leur tour, me fabriquent un compost qui me permet de créer un jardin paysage à partir duquel je cultive mes légumes et mes fruits que je consomme. Et donc, nous avons là l'écosystème, le cycle de la vie dans lequel j'ai un petit rôle. Donc, le paysage est ici le résultat d'une transformation, d'une combinaison de transformations, le résultat de processus créatifs qui permettent d'obtenir un sol vivant. Ça implique le temps, un temps très lent, mais qui est relativement perceptible à l'échelle humaine. En fait, ça me fait penser à Philippe d'Escola qui disait qu'il n'y avait pas de nature, que la nature n'existait pas, que le monde était composé d'humains et de non-humains en relation contingente. On peut aussi se demander si ce paysage, dont le format classique au sens de l'art, qui est un fragment de nature mis dans un cadre, donc le cadre est explosé. Si on revient à la notion de paysage aujourd'hui avec l'interdisciplinarité, où on voit que cette artificialisation du paysage et cette idéalisation d'un morceau de paysage ne fonctionne plus, on peut se demander si on ne devrait pas plutôt réellement considérer le paysage, même dans l'art, comme un écosystème et quelque chose en perpétuelle évolution. Et donc il y a l'explosion du cadre. Donc voilà les forces en présence. Donc nous avons les vers qui sont centraux, nous avons la nourriture, nous avons le résultat qui est un compost, qui est aussi un liquide thé de compost, qui est aussi un engrais. Et donc ce sol, c'est une rencontre du minéral, du vivant, sous un certain climat. On voit bien qu'on retrouve l'équation de Kouchtchev. Et ce sol nourrit le vivant, mais qui à son tour le nourrit. C'est une matière vivante, un écosystème à lui tout seul, et qui peut être considéré, suivant la définition de Ludovic Koupaï, comme un artefact, c'est-à-dire pensé comme la résultance d'un ensemble d'actions qui le fait exister. Mais plus encore,
le sol est peut-être plutôt un growing artefact, parce qu'en perpétuel growing, grâce à une communauté d'organismes et d'événements capables d'action. Ludovic Coupaille définit le growing artefact comme un être dont les caractéristiques sensibles dépendent d'actions réalisées à la fois par les humains et les non-humains. Ainsi, le sol est en perpétuel devenir grâce à une communauté de corps boîte à outils, où cette image du corps, conceptuellement très intéressante pour la question qui m'occupe, est empruntée à la vision animiste décrite par Philippe Descola, où le corps est un paquet d'outils biologiques qui permet d'agir sur le monde et qui, en ce sens, constitue la manière dont chaque espèce construit son monde. C'est un peu l'Umwelt de Uexküll, où chaque espèce a son propre univers, un environnement sensoriel et singulier, où, par exemple, l'Umwelt du chien serait essentiellement acoustique et olfactif, et donc peut-être que l'Umwelt du sol pourrait être essentiellement minéralo-biochimico-physique, ou plutôt, de manière plus simple, olfactif, donc composé d'organismes, de gaz ou d'organiques volatiles, de composés organiques volatiles, je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard, mais aussi tactile en termes de texture, d'humidité, de température. En tout cas, ce serait un Umwelt considéré comme un processus au sens d'une perpétuelle transformation du monde. Donc il faudrait peut-être envisager une installation comme un growing artefact avec des sons pour l'impermanence, la transformation et le renouvellement par conjonction d'intra-action entre corps paquets d'outils. Alors, intra-action, ça c'est un concept que j'ai volé à Karen Barad, qui nous explique que les individus se matérialisent par le biais d'intra-action et la capacité d'agir émerge à partir de l'intérieur des relations et non du dehors. L'intra-action remet en cause les frontières, les limites fermes et le temps linéaire. Plus précisément, le monde est fait d'objets distincts et des interactions apparaissent entre des entités qui existaient avant même ces échanges. Et Karen Barad nous dit que ces objets, ou plutôt ces individualités, existent à cause de ces interactions. C'est-à-dire qu'elles existent comme entités, mais que leur individuation apparaît dans les relations. Lorsque deux corps interagissent, ils maintiennent facilement un niveau d'indépendance. Chaque entité existe avant de se rencontrer. Cependant, quand les corps entrent en intra-action, ils le sont de manière co-constitutive. Les individus se matérialisent par le biais d'intra-action et la capacité d'agir émerge à partir de l'intérieur de ces relations et non pas du dehors. Ce qu'elle veut dire aussi, c'est que la matière, donc on pourrait considérer le sol peut-être comme une matière, existe comme un phénomène, comme une matérialisation des relations. C'est l'expression d'une certaine réalité, d'un certain nombre d'intra-actions. Et l'expression plastique pourrait se retrouver dans l'expression de ces différentes relations. Qui fait exister ce sol et qui provient de ce sol. Alors, il y a une autre source très importante d'inspiration, qui est Eduardo Kohn, et surtout son dernier ouvrage, How Forest Thinks, où il essaye d'aller au-delà du langage. Il essaye de montrer que, donc ce qu'il exprime là, que tous les signes, puisqu'il y a des signes même dans une forêt,
même dans un environnement de non-humain, tous les signes sont d'une manière ou d'une autre à propos du monde, ils représentent, ils concernent quelque chose qui n'est pas immédiatement présent. Donc il s'intéresse par exemple à un palmier qui tombe. Il donne ça comme exemple dans son livre. Un palmier qui tombe est le signe d'un danger potentiel. Et le singe, au bruit d'un palmier qui tombe, réagit comme l'arrivée d'un danger potentiel. Donc s'intéresser à des palmiers qui tombent et à des singes qui sautent permet de voir que la représentation est une chose qui est à la fois plus générale et plus largement distribuée que le langage humain. Alors, mon expression plastique est de l'ordre de la représentation qui cherche à faire transparaître un réseau de relations et de signes, donné à percevoir de l'invisible d'un processus de transformation du monde. Et Eduardo Kohn nous montre que les signes sont plus que des choses, ce sont des processus relationnels continus, et leurs qualités sensibles sont un aspect seulement de la dynamique par laquelle ils croissent et ont des effets sur le monde. Ces signes sont vivants. Donc la chute d'un palmier, toujours, envisagée comme un signe, est vivante dans la mesure où elle peut croître. Elle est vivante dans la mesure où elle sera interprétée plus tard par un signe consécutif dans une chaîne sémiotique qui s'étend vers un futur possible. Donc elle est interprétée par le singe comme l'arrivée potentielle d'un danger. Alors le sol comme créateur de signes ou comme enchanteur du monde, c'est donc la question qui me préoccupe. Il y a une piste dans la façon dont je pourrais exprimer cela, une piste qui m'a été présentée de façon indirecte par Darwin. En fait, c'est l'une de ces expérimentations scientifiques qui me permet de sortir par des chemins de traverse pour réfléchir à des échanges, à des transformations qui permettent de passer dans le réel par le faire ou par une transformation symbolique si propre à l'art. Alors, on va entrevoir un processus de transformation conjoint entre humain et non humain vers un growing artefact. Alors, en effet, Darwin, pour comprendre comment un ver de terre utilisait une feuille d'arbre afin de boucher sa galerie, il substitue les feuilles par un modèle de feuille, une abstraction de feuille, un triangle de papier. Or, alors, outre l'idée du choix de cette forme très proche de la feuille d'arbre, le triangle est une forme géométrique primaire à partir de laquelle toute forme est représentable, tout objet 3D est modélisable. On peut dire qu'on a la représentation du monde dans un triangle. Donc c'est aussi pour ça que cette expérience de Darwin m'a interpellée. Ensuite, que se passe-t-il dans l'intervention de Darwin? Quel que soit le triangle proposé, le ver de terre le prend de 3 façons différentes afin de l'introduire dans la galerie. Mais une seule façon se révèle réellement efficace, c'est de le saisir par la pointe la plus aiguë. Alors le triangle de papier s'enroule délicatement et parfaitement et glisse ainsi dans le conduit de la galerie sans encombre. C'est donc par son action, par son travail, dirait peut-être Tim Ingold, que le ver fait passer le triangle de papier du statut de modèle, d'abstraction virtuelle, à une réalité en 3 dimensions, donc vers un objet, un artefact qui existe dans la réalité par sa forme, un bouchon de galerie. Le ver est un artisan, un designer, avec son corps paquet d'outils. Et le bouchon feuille triangle de papier est un growing artefact qui garde la trace des actions conjointes de Darwin et du ver de terre. Il garde particulièrement dans sa forme, dans sa transformation,
la trace du corps, paquet d'outils, du ver. Alors, Eduardo Kohn nous dit que les humains ne sont pas les seuls à faire des choses pour le compte d'un futur possible en le représentant dans le présent. Les vers, ici, les vers de Darwin, agissent sur les feuilles pour boucher les galeries en vue de bloquer les galeries en vue d'une potentielle intrusion. Or, le ver de terre a quelque chose d'unique, ou devrais-je dire, il est quelque chose d'unique, c'est que le ver ne peut pas s'empêcher de produire du sol. Naître ver, grandir ver, c'est être sol. Autrement dit, le devenir ver, c'est un devenir sol. D'ailleurs, Darwin écrit que l'on ne devrait pas parler de sol végétal ou de sol minéral, mais de sol animal. Donc, d'une manière indirecte, en suivant l'expérience de Darwin qui attire notre attention sur l'action de transformation de réalité du ver par les feuilles, le sol est un acteur, le sol est un sculpteur. Autrement dit, le sol est un créateur de signes. Et peut-être que toutes ces notions me permettraient de caractériser mon sol comme un organisme vivant, en tant que non-humain, donc imputé d'être pourvu d'une intériorité, et d'éviter de glisser dans l'anthropomorphisme, sachant que l'intériorité peut se manifester dans leur capacité à être réactif à différentes sortes de signaux, en l'occurrence pour le sol peut-être les odeurs, les sons, les températures, les textures, suivant la définition toujours de Luc Coupaille lorsqu'il parlait des ignames des abellam de Nouvelle-Guinée. Alors j'arrive là à un deuxième travail que j'ai fait en collaboration avec un physiologiste végétal et des roboticiens de l'École polytechnique fédérale de Zurich. Il s'agit d'une installation mettant en œuvre des plantes, du sol et de la technologie robotique avec du logiciel imitant une petite intelligence et différents capteurs permettant de percevoir l'environnement et de simuler certains capteurs naturels communs aux plantes. Alors je vais essayer de relire ce travail à travers ce que j'ai découvert ici. Toujours avec Eduardo Kohn, il remarque que, par exemple, une girouette, ce n'est pas un signe pour elle-même, mais elle signale le sens du vent. Ou, comme le signalait mon grand-père, avec qui j'allais aux champignons, le cri du geai ne signale pas la présence du geai, l'existence du geai lui-même, mais signale à toute la forêt notre arrivée comme potentiel danger. Le geai, c'est un oiseau. Autrement dit, les plantes, la vie des plantes, la qualité des plantes, la santé des plantes, leur physionomie, leur développement, donnent un signe sur le sol et pas forcément sur la plante elle-même. Donc dans ce travail, l'idée c'était de donner la possibilité aux plantes de nous montrer un chemin, de nous faire une proposition d'une autre forme de monde et d'une autre forme de relation entre humains et plantes, végétation. Donc dans ce travail, elles deviennent indépendantes dans le sens où elles peuvent se déplacer et choisir comment sculpter l'espace, confectionner un paysage en fonction de leurs besoins
et de leurs désirs. Donc ce travail parle du paysage en mouvement qui est une réalité de tout temps, mais peut-être encore plus perceptible aujourd'hui avec le changement de climat, où le paysage évolue, les plantes se déplaçant en fonction des progressions climatiques. Mais c'est aussi un travail qui nous parle du passé, dans le sens où je choisis, chaque fois que je présente ce travail, des graminées, qui sont les plantes qui ont fait que l'homme s'est sédentarisé. Et c'est une manière de dire que si les plantes avaient été mobiles, peut-être serions-nous toujours nomades, et peut-être la face du monde en aurait été changée. Puisque pour arriver à ce travail, je réfléchissais sur le fait que l'hypothèse que l'on avait pour le futur d'être toujours dans le progrès était quelque chose qui ne fonctionnait plus et que peut-être il fallait réfléchir par l'absurde pour trouver de nouvelles hypothèses. Et une des possibilités, ce serait de changer les paradigmes de base, notamment le fait que les plantes sont fixes, relativement fixes, puisqu'elles se déplacent, mais à une vitesse difficilement perceptible par l'homme. Donc c'est de cette façon-là que je suis arrivée à l'idée d'avoir des graminées en mobilité qui pourraient remettre en cause l'histoire même de nos relations aux plantes et à l'espace et au paysage. Voilà, donc à travers ce travail sur les plantes et sur les paysages, au fond, je parle aussi du sol. Puisque parmi les capteurs, donc il y a des capteurs de lumière, mais il y a aussi des capteurs de qualité de sol, et notamment d'humidité. Et il y a aussi des capteurs imités que les plantes possèdent, qui sont des capteurs d'analyse du spectre de la lumière, et qui sont utilisés pour la lutte, la compétition pour la lumière. Donc, lorsqu'une plante est là, par la photosynthèse, elle consomme une partie du spectre de la lumière, et donc la plante voisine analyse le spectre de la lumière, voit que cette partie du spectre n'existe pas, donc elle sait qu'une plante est présente et qu'il ne faut pas croître de ce côté-là. Donc ça, ce sont des capteurs qui sont mis en place dans cette installation. Et le logiciel d'analyse de l'environnement et de décision du comportement est un logiciel qui était utilisé sur un robot qui a été envoyé sur Mars pour faire des prélèvements de sol. Donc c'est un robot complètement autonome qui devait décider par lui-même du type de prélèvement fait en fonction de l'environnement. Donc, ah oui, pardon, j'ai oublié de vous montrer, en fait, voilà, ça bouge. Donc, elles ne sont pas en mouvement perpétuel, elles peuvent s'arrêter, elles peuvent se rapprocher les unes des autres ou s'en éloigner. Elles fuient les humains, qui sont considérés comme des entités mobiles. Et elle fuit les endroits trop bruyants. Donc la pollution sonore. Donc ça, bien sûr, ce sont des décisions que j'ai faites. Donc elles sont autonomes, mais dans un cadre fixé par l'humain, c'est clair. On arrive toujours un peu à cette problématique, on est toujours coincé quelque part. Voilà. Alors ensuite, j'arrive au fond à la dernière
la partie plus scientifique qui m'intéresse et que je vois comme potentielle possibilité d'expression de signes du sol en tant qu'organisme vivant, c'est tout ce qui concerne les composants organiques volatiles, donc qui sont des espèces de, on peut dire, de gaz ou d'odeur ou qui sont libérés par la litière, donc les restes organiques venant des plantes, mais qui sont aussi libérés par les plantes elles-mêmes, par les racines, qui sont aussi libérés par les différents organismes, par les bactéries, par les champignons, et qui sont tous des messages. Alors, au niveau des écologues avec qui je travaille ici à l'EMBE, ils ont la capacité de détecter toutes ces choses, mais ils ne comprennent pas forcément ce que cela veut dire. Donc, tout ça, ce sont des messages, mais à qui ils s'adressent exactement et pourquoi, ce n'est pas forcément toujours très clair. Ceci dit, là, dans ce schéma, on peut voir donc des interactions, les interactions biotiques. Donc en bleu, on a donc avec les flèches bleues, pardon, ce sont les composants organiques volatiles émis par des bactéries, donc les MVOC, par des champignons, donc les FCOV, par des racines, les RCOV, ou par la litière, les BCOV. Donc tout ça, ce sont des messages. Alors il peut y avoir des effets directs négatifs, donc cette fois-ci en rouge, les traits rouges. Des effets directs négatifs, par exemple des inhibitions de la croissance, des messages de toxicité contre des insectes, des parasites. On peut avoir des effets directs positifs, donc ce sont les traits en vert, les flèches en vert, comme des promoteurs de croissance, ou donc ça sont des effets directs, ou des effets indirects qui sont des attracteurs de prédateurs dans des interactions tritrophiques. Donc tout ça pourrait être transformé de manière sonore, peut-être, c'est une hypothèse, puisqu'il y a ici un laboratoire, le LAM, qui transforme des datas en sons, qui permettrait peut-être de donner à percevoir les signes émis par cet organisme vivant sol. Donc ça reste des hypothèses. Hein. Donc voilà, un peu toute la démarche jusqu'à aujourd'hui. Donc pour conclure, ce que j'ai fait ici, c'est essayer de montrer la part créative inhérente à certaines recherches purement scientifiques, donc notamment avec l'expérimentation des triangles de Darwin. Donc c'est quelque chose de créatif qui n'est pas forcément perceptible, enfin perçu de la sorte par les scientifiques, en l'occurrence par Darwin, mais qui, moi, m'a interpellée et me fait comprendre des choses et me donne la possibilité d'émettre des hypothèses pour mon travail. Donc je vous montre donc non seulement des pistes de recherche par le biais de l'art, mais aussi comment des chemins de traverse peuvent s'ouvrir aux artistes par rebondissement ou par pas de côté, donc notamment toujours grâce à ce triangle de papier, grâce à l'action créatrice du verre. Et cette vaste question du sol, donc le sol comme organisme vivant, reste cependant entière. Mais je pense que l'envisager de façon multiple, comme une communauté de boîtes à outils organiques, pourvoyeurs de nouvelles matières, intrinsèquement liées à la vie végétale, et donc enfin peut-être comme ce sol, organisme vivant, comme un non-humain, pourvu d'une certaine intériorité et créateur de signes, sont des pistes à explorer.
Et cette phase de recherche, qui peut paraître théorique, elle est cependant nécessaire, et c'est déjà un processus de création, un processus qui au fond est commun à tout chercheur et qui est propre à tout chercheur, peut-être plus particulièrement aux artistes. Et il s'agit d'une pensée en mouvement, en élaboration, qui génère de nouveaux savoirs et qui génère des hypothèses de travail. Et dans une démarche de recherche artistique, cette pensée génère des propositions poético-plastiques qui peuvent sous-tendre ou conduire à la création d'œuvres au sens d'artefacts ou d'objets 3D qui vont occuper un certain espace de réalité. Mais ce travail par les mots et les idées sont déjà, de mon point de vue, une élaboration artistique pleine et entière. Seul le médium diffère. Voilà.